Bienvenue à tous. Je vous présente rapidement le contexte de ce webinaire et puis je vais passer la main à mes trois co-intervenants et co-organisateurs. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par le réseau Tiers-Lieux en Grand Est, qui fait partie d'un cycle de webinaires. On en a à peu près un par mois, dont l'objectif, c'est d'aborder des thématiques et de pouvoir échanger sur des questions qui nous intéressent dans le fonctionnement de nos lieux, ou dans ceux qu'on est en train de monter. Comme toujours, je pense qu'autour de la table, on a aussi des personnes d'autres régions, d'autres territoires. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Et donc, le sujet du jour, c'est le mécénat, ou peut-être comme Isabelle le reformulera, les financements alternatifs, dans le contexte de lieux qui sont ancrés territorialement, qui ont déjà des des modèles économiques plutôt hybrides. On a fait venir un intervenant qui est assez proche de nos modèles et un petit peu à côté en même temps, qui est un centre culturel, un espace culturel. Tu me diras comment tu le définis, Kevin, qui est Django à Strasbourg. Donc, Isabelle, qui pourra se présenter, nous fera la première séquence un peu de cadrage, le témoignage de Kevin, et on a décidé de laisser la part belle quand même, sur à peu près la moitié du temps total du webinaire, aux échanges, donc à vos questions, mais peut-être aussi à vos partages d'expérience, qu'est-ce que vous avez déjà commencé à construire, ce que vous avez testé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, il y a une prise de notes dont Précia vient de mettre le lien dans le chat. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez aussi récupérer les notes après, et on vous enverra les présentations qui seront faites. Précia, je te passe peut-être la main pour te présenter aussi. Ah. Bonjour à tous, moi c'est Priscilla. Je travaille au sein du réseau des tiers-lieux en Grand Est et je suis notamment chargée de tout ce qui est communication et organisation des temps conviviaux, donc rencontres physiques et ces webinaires. Et du coup, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre, je pense. Et puis du coup, je passe la main à Isabelle pour qu'elle se présente. Bonjour. Donc, je suis Isabelle Boucher-Douagneau, je suis chargée de mission mécénat à la DRAC Grand Est et en charge de la mise en place d'un pôle transversal sur le mécénat. Donc, je pratique cette discipline, enfin en tout cas, je la valorise depuis une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, je participais à toute la nébuleuse des pionniers, des tiers-lieux, de la French Tech, etc. Donc, ça me tient vraiment à cœur d'échanger avec vous aujourd'hui sur tous ces sujets-là. Donc, j'ai vu vos questions. Est-ce que je commence à présenter ou… Allô? Peut-être on peut laisser Ouais. Kevin se présenter très Oui, rapidement et puis on te repasse la main pour la présentation. d'accord. Oui, c'est bien ce que je pensais. Bonjour à tous, donc moi je suis Kevin Matz, administrateur de l'espace Django à Strasbourg. Et moi, je pense que je vais repasser la main à Isabelle et je rentrerai dans le détail de notre projet et de nos pratiques liées au mécénat dans la foulée. Alors, je vais partager mon écran pour vous faire… Je vous ai fait une présentation. En fait, l'objectif, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore le mécénat et ses ces différentes facettes, je vais vous faire une présentation un petit peu didactique mais courte sur la fiscalité, etc. Et puis, également répondre en tout cas à vos questions sur tout ce que c'est, sur la RSE, sur la manière d'aborder les entreprises, et on pourra l'approfondir ensuite avec Kevin. Donc, voilà, je partage. Voilà, donc oui, je préfère parler plutôt de soutien privé parce qu'il y a le mécénat, mais en fait, ça concerne tous les partenariats en fait, que vous pouvez mettre en place, qui peuvent être de l'ordre du mécénat, mais également tout simplement du sponsoring, qui est
un autre dispositif que vous connaissez aussi et avec une autre fiscalité. Donc, le mécénat, c'est un don en numéraire, en nature, en compétences. Vous pouvez avoir des dons d'une entreprise ou d'un particulier, et on verra que le particulier est quelqu'un de très généreux. Donc, l'organisme doit être reconnu d'intérêt général, on verra un petit peu plus tard. La majorité d'entre vous le sont, et il faut que la contrepartie ne soit pas équivalente. On parle de contrepartie disproportionnée. Ce n'est pas de la pub, en fait, donc je vais vous expliquer. Donc, vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, ces 3 types de mécénat, financier, compétences et nature. Et puis, vous pouvez faire du mécénat direct si vous êtes éligible. Vous pouvez bénéficier de mécénat direct ou indirect. À ce moment-là, il faut que vous passiez par une fondation ou un fonds de dotation. Mais il faut toujours que votre cause soit d'intérêt général. Alors, les domaines d'intervention sont tous ceux-là. Et puis, depuis quelque temps, dans tout ce qui concerne l'innovation, on a également des déductions fiscales, mais ça, je ne l'ai pas tellement approfondi. Donc, en tout cas, la base du mécénat, ce sont tous ces domaines-là, philanthropiques, éducatifs, sportifs, la santé, le social. Le social, on est dedans. Le culturel, en fait, aussi. Et tous ces domaines-là font partie de l'économie sociale et solidaire, en fait. Donc, la culture fait bien partie de l'économie sociale et solidaire, et également l'attractivité et l'animation du territoire, en fait. Donc, pour savoir qui est éligible, donc certains m'ont posé la question. Donc, non, la SCIC la SCIC n'est pas éligible, malheureusement, au mécénat. Donc, pour être éligible au mécénat, il faut être une association, une fondation, un fonds de dotation, donc les établissements publics, les collectivités territoriales. Mais quand vous êtes en régie directe, on peut jouer comme ça. Les établissements d'enseignement et puis certains privilégiés comme la presse patrimoine. Et donc, tout ce qui est SCIC, SCOP, COP, SARL, etc., non, ça n'est pas éligible. Mais j'ai vu, en faisant une étude justement sur toutes les structures labellisées du ministère, que certaines SARL, du fait qu'elles étaient quand même dans le domaine de l'intérêt général, ont créé un fonds de dotation dédié. Donc, où ils peuvent récupérer des fonds éligibles au mécénat et donc à la réduction fiscale pour leurs donateurs. Donc, à savoir, non, les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier du mécénat direct, enfin, en tout cas au sens fiscal. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des mécènes, mais qui ne récupéreront pas de sous auprès de l'État, enfin, en tout cas, qui n'auront pas de réduction fiscale sur ce qu'ils leur donneront. Donc, pour mécéner un artiste ou un sportif, il faut passer par une structure dédiée. Donc, fondation, fonds de dotation, association. Donc, pour le moment, ça vous va. N'hésitez pas à poser des questions. Bon, je ne vois pas le fil, mais je verrai après. Ou vous me couperez. Au niveau de la fiscalité, je vais passer vite dessus. Et puis, de toute façon, vous aurez la présentation. Donc, on fête cette année les 20 ans de la loi Yagon sur le mécénat. Elle a été initiée par le ministère de la Culture, mais comme vous l'avez vu, elle touche tous les domaines de l'intérêt général. Et le pôle que je suis en train de créer touchera tous les domaines de l'intérêt général. Et comme vous le savez peut-être, certains d'entre vous sont peut-être mécènes, mais voilà, vous avez une réduction fiscale sur les dons que vous pouvez faire. Donc 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers. Donc, il y a une histoire de limite de 0,5% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que jusqu'ici, pour 100 000 euros, on pouvait déduire 500 euros de mécénat. C'est-à-dire que l'entreprise pouvait dédier 500 euros seulement de mécénat. Mais la loi a changé en 2020 et le plafond annuel reste toujours de 5 pour 1000 ou 0,5% du chiffre d'affaires. Mais on peut aussi avoir un plafond qui peut aller jusqu'à 20 000 euros. C'est-à-dire qu'une personne, une entreprise qui veut absolument vous mécéner,
qui n'a pas de chiffre d'affaires important, mais qui veut quand même vous donner plus que 500 € de mécénat par rapport à son chiffre d'affaires, peut le faire. Le plafond est levé. Et depuis 2020 et vraiment 2022, tout le monde doit déclarer les dons qu'il reçoit. Aussi bien l'entreprise qui doit déclarer le montant et le nombre de reçus fiscaux qui lui ont été délivrés, que vous, bénéficiaires, vous devez donner également le montant global et le nombre de reçus. Voilà, c'est comme la Chambre des comptes, la Cour des comptes avait déterminé lors d'une étude, d'un audit, que justement les contrôles n'étaient pas optimisés. Voilà la solution qu'ils ont trouvée. Donc, il est très important de prouver son éligibilité. Vous demandez pour ça un rescrit fiscal au correspondant association de la DRFIP de votre département quand vous avez un certain chiffre d'affaires. On ne demande pas pour les petites associations parce que c'est lourd et puis c'est du déclaratif. Donc, à partir du moment où on sait qu'on remplit le cadre de l'intérêt général, ça va. Donc, j'ai fait un focus sur le mécénat de compétences. Donc, la réduction fiscale est la même que pour du mécénat financier. Et il y a une limite de 3 fois le plafond de la Sécu, c'est-à-dire que une personne, enfin une entreprise peut vous mettre à disposition un salarié pour faire de la compta, de la com, ce que vous voulez, mais ça ne doit pas dépasser, charges comprises, 10 998 € par salarié et par mois. Bon, ce qui est un beau cadeau, hein. Mais du coup, sur ces 10 000 €, ils peuvent déduire 60% des charges. Donc, c'est intéressant pour eux. Et pour le mécénat en nature, donc j'aurai plus de détails à la demande si vous en avez besoin, mais les biens donnés que l'entreprise peut vous donner, un sac de ciment, un ordinateur, n'importe quoi, une cuisine, sont valorisés au coût de revient. Donc, il y a toute une histoire de stock, de coûts de transport, tout doit être intégré. Je vous parlais de contrepartie. Donc, pour le mécénat, les contreparties sont disproportionnées. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas dépasser 25% du montant du don. Quand vous faites du sponsoring, vous donnez 1 000 €, vous avez 1 000 € de contrepartie, que ce soit en visibilité, en produits, enfin voilà, c'est de la pub et la réduction fiscale n'est pas la même. Pour le mécénat, la contrepartie, en tout cas visible, ne doit pas dépasser un quart du montant du don. Sans plafonnement pour les entreprises et pour les particuliers, par contre, c'est plafonné à 73 €, c'est moins intéressant. Mais bon, on se débrouille, donc vous devez valoriser vos contreparties avec un barème sur la communication, de la billetterie, des ateliers, enfin de la mise à disposition d'espace. Tout ça, vous pouvez l'évaluer avec vos partenaires. Et l'objectif, c'est de promouvoir la notoriété de l'entreprise, son image de marque, et non pas faire de la publicité sur ses produits. Par exemple, Coca-Cola, si il mécène une structure, on ne verra pas apparaître ses bouteilles. C'est vraiment l'image, la belle image de marque, l'éthique de Coca-Cola. Total. Donc, le mécénat et le parrainage, ce n'est pas pareil. Donc, le mécénat, c'est un acte de philanthropie. Le parrainage, c'est de la pub. Voilà. Donc, et la déduction sur les charges est de 33%. Et en plus, si vous êtes fiscalisable, il peut déduire en plus la TVA, mais ça fait de toute façon beaucoup moins que 60%, ça fait 50 et quelques. Alors attention, donc oui, les avantages supplémentaires pour la culture, donc je vous les mets là pour info. Donc tout ce qui est spectacle vivant, par exemple, est éligible, même si vous avez de la billetterie et que vous faites des spectacles et que vous êtes dans le domaine concurrentiel, en fait. Mais donc, il y a des contrôles. Donc, avant, l'association avait une amende qui correspondant à 25% du montant du don.
Et pour le mécène qui est victime de la mauvaise déclaration, c'était requalifié en sponsoring. Maintenant, le mécène n'a plus rien et c'est l'association, enfin, en tout cas le bénéficiaire qui prend tout. C'est-à-dire que son amende correspond à la réduction fiscale. Donc, vous recevez un don de 1 000 €, si vous avez mal déclaré, vous gardez quand même l'argent, mais vous ne récupérez, ça vous coûte 600 € sur le don qu'on vous a fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non. Bon. J'en vois pas. Moi, j'en ai peut-être une de précision. Ah, il y a une question qui arrive. Donc, je vais passer celle-là en priorité. C'est Christophe qui demande si une SCIC ou une SARL fait de la programmation culturelle, donc rentre dans le domaine du spectacle vivant, elle peut tout de même solliciter du mécénat. Je crois que c'est ce que tu citais. Alors, elle peut... Ouais, non, elle est obligée de monter. Elle ne peut pas bénéficier de mécénat, mais elle doit monter une structure sur laquelle on pointe cette activité et qui serait éligible. Donc, soit des amis du tiers-lieu de Pétaouchnok, soit un fonds de dotation. Ok. Donc, ce que Sachant tu que le fonds disais, de dotation, c'est si une activité de billetterie est fiscalisée, mais qu'on est quand même dans un cadre d'intérêt général. Ce qui arrive, donc j'ai une association, oui. Elle paye de la TVA parce qu'elle fait, 140 000 € de chiffre d'affaires sur de la vente de billets. Là, le mécénat est possible sur cette partie fiscalisée, mais dans un organisme d'intérêt général quand même. Oui, l'intérêt général, en sachant que ce soit ouvert à tous et que ce ne soit pas vraiment dans le domaine concurrentiel. C'est spécifique et c'est pour ça qu'on a fait cette loi aussi, parce que pour tout ce qui est exposition et spectacle vivant, il y a de la billetterie, mais c'est quand même, c'est pas vraiment concurrentiel, quoi. En tout cas, on doit être... Et j'avais une petite question de précision. Tu parlais des dons en nature, donc mise à disposition de locaux, de biens. Tu présentais la façon dont ils doivent être valorisés en comptabilité. Est-ce qu'ils ouvrent aussi droit à réduction fiscale? Pour le mécène? Moi, j'en profite pour une petite info que j'ai mise également dans le chat. Je crois que Isabelle va se reconnecter. Mais sur le volet structure juridique, éligibilité fiscale, on a eu un webinaire il y a quelques semaines de ça, avec une intervention de l'EGICOP qui est spécialisée dans les montages juridiques et fiscaux. Et donc, vous pouvez le retrouver, il est sur YouTube. J'ai mis le lien dans le chat. Mais du coup, il nous a fait une explication extrêmement précise des régimes fiscaux et des régimes juridiques de vos structures, avec des exemples de montage mixte et ce que ça implique pour chacune des structures. Donc, si c'est ça votre gros sujet du moment, vous pouvez trouver plus d'infos là-dessus. Ce que je peux vous dire, donc bon, écoutez, là, je peux quand même répondre à vos questions. Je vais essayer de me stabiliser. Donc, est-ce que vous pouvez répéter la question que vous venez de me poser là? Alors, c'était celle sur les dons en nature. Oui. Je crois que tu commençais à répondre. Un mécène qui fait un don en nature, mise à disposition d'espace, mise à disposition de biens, il est donc éligible à une réduction fiscale. Oui, il doit juste pardon, je m'installe. Il doit juste justement, ça se valorise. Donc, au coût de revient, il vous fait une mise à disposition. Ça doit être valorisé. Il sait combien lui coûte le loyer, combien lui coûtent les charges. Il vous le met à disposition gratuitement ou pour un loyer très modéré et il peut déduire en tout cas le coût de ce loyer. Okay. Et il y a une deuxième question qui est arrivée entre-temps. C'est Océane de Plombières-les-Bains qui dit « C'est une collectivité qui bénéficie de subventions pour financer des travaux de réhabilitation d'un ancien casino pour créer un tiers-lieu culturel. » Ah oui, et qui demande s'il a... qui demande s'ils sont éligibles au mécénat. Du coup,
Oui. Les collectivités territoriales sont éligibles au mécénat par essence, c'est ce que j'ai dit au début. Donc, l'État et les collectivités territoriales sont éligibles. Le souci d'une collectivité territoriale, c'est que, en général, quand elle reçoit des dons, ça tombe dans le pot commun. Donc, il faut faire attention à bien demander à la collectivité, à sa comptabilité, de faire une ligne dédiée pour le projet pour que ça ne disparaisse pas, quoi. Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Ah. Le téléphone, c'est pas pareil, hein. Donc, bon, bah, j'aurais voulu vous montrer le fait que, bon, en fait, les particuliers, ils donnent 5 milliards d'euros par an de dons. Donc, c'est assez énorme. Les entreprises, 5 milliards d'euros de dons chaque année en France. Les entreprises, c'est 3,5 milliards, en sachant que 80% des entreprises donatrices sont des grosses entreprises. Et dans le Grand Est, 5,8% des entreprises sont mécènes et ce sont 90% des grosses entreprises. Donc, il y a un gros facteur de développement et les PME notamment autour de vous, peuvent être sollicitées et c'est un moyen de communiquer pour elles auquel elles ne sont pas toujours sensibles. Enfin, en tout cas, elles sont souvent pas au courant. Donc ça, c'est tout le travail que je suis en train de mettre en place sur la région pour les informer avec différents réseaux. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un gros facteur de développement et que les entreprises ont besoin de ça. Parce que ce qu'elles recherchent en priorité, c'est de contribuer à l'intérêt général, de développer de nouvelles relations avec les partenaires et les acteurs du territoire. Elles ont besoin de s'imprégner, en tout cas de s'impliquer dans le territoire local. Elles ont besoin d'incarner leurs valeurs, évidemment, les valeurs qu'elles doivent partager avec vous. Elles ont aussi besoin de fédérer et fidéliser les collaborateurs. En ce moment, vous savez qu'il y a un gros souci de fidélisation et d'embauche, en tout cas, de collaborateurs. Donc, plus il se passe des choses autour de l'entreprise, plus le territoire est animé et plus c'est intéressant pour eux. Donc, s'ils peuvent y contribuer, il y a un intérêt pour eux. Et puis, ils ont besoin de valoriser leur image et leur réputation. Donc, on avait parlé de la RSE. Donc, la RSE, vous en avez tous entendu parler. Et puis, vous devez la pratiquer également à votre niveau. Donc, il y a différents piliers qui sont la société, l'économie et l'environnement. Et les entreprises doivent contribuer en fait à ces différents piliers pour pouvoir apporter leur contribution à la société. Ok. Voilà. Et sinon, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez aussi élargir en fait les moyens que vous avez. Donc, il y a différents moyens associés au mécénat qui sont la finance participative ou le crowdfunding. Vous avez le microdon aussi qui permet en tout cas de faire un partenariat avec une enseigne de grande distribution ou de proposer à une grosse entreprise ou une entreprise autour de chez vous pour qu'un arrondi sur salaire permette de pointer, en tout cas de faire une petite cagnotte qui peut être mise à disposition de vos projets. Vous avez aussi des clubs services que vous pouvez solliciter. Les clubs services, c'est le Rotary, les Lions Club, avec lesquels vous pouvez monter des opérations. Et puis, de lever de fonds. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est? Parce que alors, je ne sais pas autour de la table, mais j'avoue que moi, par exemple, je vois à quoi ça ressemble, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est ces clubs services du coup. Alors, les clubs services, c'est des clubs d'entreprises ou de particuliers qui ont envie de se réunir en réseau. Donc, souvent, c'est souvent des notables. Qui ont un peu d'argent et qui montent des opérations de levée de fonds en faveur de l'intérêt général. Et en général, ils sont très présents sur un territoire, donc je pense que vous en avez tous dans votre coin autour de chez vous. Et donc, ils financent plutôt des causes humanitaires.
mais vous pouvez tout à fait, en tout cas, les rencontrer, leur présenter votre lieu et les motiver à participer à différentes opérations. Donc, le Lions Club, le Rotary, ce sont des gens qui se réunissent un peu tous les mois et puis qui se fédèrent pour faire… ils sont très présents au Téléthon. Il y a aussi des réseaux de femmes. Et enfin voilà, il y en a plein en fait, des clubs d'entreprise. Justement, je suis en train de mettre en place une base de données pour pouvoir les cartographier un peu dans la région. Et puis, vous pouvez faire aussi des événements de levée de fonds, ça, on en reparlera. Donc, souvent, les chefs d'entreprise ont besoin de se retrouver entre eux et d'inviter leur VIP, en tout cas leurs clients, et éventuellement leurs salariés dans des endroits un peu différents. Et donc, les structures culturelles font parfois des événements de levée de fonds, font des dîners, en fait, des dîners avec un prix d'accès un peu élevé et ça permet de lever des fonds pour des causes d'intérêt général qui sont intéressantes. Vous les voyez dans les grands dîners de philanthropie, mais on peut aussi le faire à un petit niveau pour pouvoir fédérer justement le réseau économique autour de votre structure. Puis vous pouvez faire de la location d'espace aussi. Et puis alors, je voulais aborder après, mais ça, il faut que vous le voyez avec vos dispositifs locaux d'accompagnement si vous êtes accompagné et vos experts comptables. Mais il y a aussi la possibilité de créer des titres associatifs autour de votre structure, de bénéficier d'épargne solidaire aussi, d'élargir aussi au contrat à impact social. Mais ça, c'est un petit peu plus technique. Voilà. Et tu parlais avant des PME qui, je pense, sont des partenaires assez clés pour nous, parce que oui. Sans mettre de côté complètement les grands groupes, mais tu disais qu'elles sont assez peu nombreuses à être engagées dans du mécénat. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'était cette histoire de plafond, de dons qui fait que du coup c'était moins intéressant jusque-là? Est-ce que c'est qu'une histoire d'information ou… C'est, à mon avis, c'est un peu mixé. Donc, c'est une histoire d'information. Jusqu'ici, ce sont plutôt les grosses entreprises qui se sont emparées du sujet. À la base, parce qu'il y avait quand même un avantage fiscal, hein, même si ce n'est pas ce qui intéresse les entreprises en premier. Et puis, parce qu'elles étaient bien conseillées, mais du coup, ça a donné une vision un peu élitiste de cette discipline, en tout cas de ce dispositif. Alors que n'importe qui peut en bénéficier et puis surtout participer, en tout cas, à l'attractivité du territoire. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui en font sans le savoir, hein, donc qui donnent un sac de ciment ou qui vous aident à faire du bricolage ou qui vous donnent du matériel sans nécessairement le déclarer parce qu'ils n'ont pas non plus envie de s'embêter avec de la paperasse. Et puis, ils se disent aussi, bon, non, le mécénat, c'est pour Vuitton, c'est pas pour moi. Alors que si on les sollicite, si on les implique sur nos projets, eh bien, on peut voir que ça a un impact et puis que ça crée un cercle vertueux qui fait que tout le monde s'y retrouve. Mais n'importe qui peut être mécène, ça peut être votre électricien, votre plombier, tout ça, quoi. Okay. On a une question de Quentin, donc, du CSF de Bichevillers, qui va devoir bientôt contacter des entreprises dans le cadre d'un projet avec du crowdfunding. Donc, c'est la plateforme de matching aux côtés que tu dois connaître. Oui, je connais. Ouais. D'ailleurs, il faut que je les rencontre. Ils sont très bien. Ouais. Et il demande si pour la première prise de contact avec des entreprises, plutôt par mail ou plutôt aller les voir ou, j'imagine, organiser un événement. Alors, ça, ça va être développé après, mais pour moi, leur envoyer un mail, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut être un peu plus malin que ça. Donc, on en reparlera après, mais c'est une belle question, ouais. Okay. Django a beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Eh ben, est-ce que ça te va si on passe la main à Kevin, du coup? Tout à fait. Puisqu'on commence à rentrer dans le vif. Je vais essayer de me rebrancher sur mon truc. Voilà. D'accord. Ok, allons-y.
Alors, comment on fait? Je commence par une petite présentation de ce qu'on fait. Peut-être, oui. Je pense En qu'il y a 30 du monde un peu secondes. partout, donc tout le monde ne vous connaîtra pas forcément. OK. Alors, donc, on est l'espace Django à Strasbourg. Avant tout, une salle de concert, mais pas que, qui est implantée dans le quartier du Neuhof, donc quartier prioritaire. Je pense qu'on pourrait y revenir, Jérôme, sur les spécificités du quartier. Et l'ADN du projet Django, c'est d'être un projet de territoire, dans le sens où, au niveau de l'activité globale, on a environ 20% de concerts qui se passent en salle, ce qui représente peut-être 50 dates par an, et 80% d'actions artistiques hors les murs, dans le quartier, environ 200 actions par an qui vont toucher les milieux scolaires, les EHPAD, le médico-social, le handicap, très très large, avec cette volonté d'être un peu partout, avec ce lien de la culture et de la musique en particulier. Voilà. Pour tout ça, si on revient à nos questions, on a réussi depuis 2016, année durant laquelle on a repris cette salle de spectacle, réussi à fidéliser 6 mécènes. Donc ça s'est fait progressivement, hein, peut-être un par an pour schématiser. Globalement, pour vous donner une idée budgétaire de notre fonctionnement, on a un mécénat que je qualifierais plutôt de qualitatif que de quantitatif, puisque ça représente environ 2% de notre budget de fonctionnement, soit environ 15 à 25 000 € en fonction des années, qui est fléché par contre sur des actions particulières et attendues quelque part par les habitants, la population, donc qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et donc cette partie mécénat nous tient à cœur parce qu'elle nous permet de maintenir une activité qu'on ne pourrait pas faire sur le budget de fonctionnement classique, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est pour les données globales. Ce que je peux aborder rapidement aussi, c'est un peu l'historique et la stratégie qu'on a mis en place par rapport à nos partenaires. On a repris la salle en 2016 et on a eu des premiers contacts, notamment avec Isabelle qui nous avait aidé à cette époque sur la mise en place de la stratégie. Donc 2017, je dirais que c'était les premiers contacts avec nos mécènes, sachant qu'on a pas mal d'entreprises implantées sur le territoire du Neuhof, dans lequel on est, qui est le premier, je crois, plus gros quartier de la ville en superficie et en nombre d'habitants, 22 000 habitants. Donc beaucoup d'entreprises. Et spécificité géographique, juste à côté de notre quartier, il y a le port du Rhin, qui est une énorme concentration de structures internationales, transport, logistique, travaux publics, il y a tout ce qu'il faut. Et donc des possibilités, là aussi, j'y reviendrai, d'aller chercher des mécènes, mais aussi des difficultés, parce que ce n'est pas cela qu'on a réussi à convaincre pour l'instant. Donc, on a plutôt mis en place une stratégie de proximité, c'est-à-dire que les mécènes qui nous soutiennent sont des entreprises soit directement implantées dans le quartier, soit très proches dans la région. Je peux les citer et les développer, je ne sais pas si c'est intéressant, je pense que oui, ça donne peut-être une idée Peut-être un peu, en tout cas, la typologie, parce que du coup, est-ce que c'est le boulanger du coin ou est-ce que c'est Ouais, plutôt de la PME à 40-50 salariés qui a déjà un peu des fonctions, qui se posent des questions en termes de RSE un peu précis? ok. Alors, nous, on a parmi les 6 mécènes un brasseur. Un brasseur Pour une plutôt salle de global. concert, c'est plutôt… C'est plutôt utile, sachant que là, c'est un peu le cas particulier parce qu'on est plus proche du sponsoring que du mécénat. Donc, c'est Météor, avec là aussi une problématique liée à comment dire, aux questions de distribution et d'achat de matières premières pour notre bar. Donc, Météor, c'est des partenariats qui sont assez classiques avec les lieux de spectacle où on peut avoir des facilités financières sur l'achat de boissons, mais avec la contrepartie de rendre visible Météor, notamment ce qu'on ne fait pas trop d'ailleurs, à l'échelle de notre bar. Et avec des questions aussi d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on a, il y a quelques années, essayé de se fournir ailleurs
pour suivre le flot du quartier qui a vu naître une brasserie ultra locale à 200 mètres de chez nous. Et c'était compliqué puisque un contrat qui dit qu'il y a une exclusivité. Donc, c'est des choses qui sont remises en question régulièrement chez nous, mais pour l'instant, c'est comme ça. À côté de ça, on a un promoteur immobilier, la Stradim, qui est plutôt une grosse boîte nationale, mais implantée dans la région, qui va être notre plus gros mécène. On a un plâtrier local implanté dans le quartier, notre traiteur, qui s'occupe de tous les caterings de la salle, qui, au bout d'1 an ou 2 ans, a été intéressé pour nous soutenir par du mécénat. Et on a l'entreprise Schroll de recyclage, déchets, transport, etc., qui était un mécène important au début, mais qu'on a perdu avec le Covid. Le lien s'est rompu et on retravaille à recréer quelque chose, mais ça n'a pas réabouti depuis cette période-là. Donc tout ça, c'est du mécénat avec des dons d'argent, sauf Météor. Et on a un dernier mécène qui est Keolis Strebig, qui est un prestataire de transport en public, qui nous met à disposition des bus sur certaines de nos actions. On fait notamment des concerts cachés, où les gens achètent des billets, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir comme artiste, et surtout, ils ne savent pas où ils vont le voir. Donc, ils arrivent à Django, on pipe leur billet, ils montent dans un bus, ils se retrouvent dans un lieu improbable du quartier, à voir un artiste qu'ils ne connaissent pas. Et on a ce partenariat avec cette société de transport public de bus qui nous met à disposition les bus aller-retour pour pouvoir réaliser cette action. Donc là, plutôt du mécénat en nature, je dirais. Tu me contredis, Isabelle, si je ne suis pas bon dans le vocabulaire. Et peut-être une petite question sur celui-là, ce mécénat-là, par exemple. Comment ça s'est passé? Vous êtes dit, on veut faire ce truc-là. Vous avez demandé un devis pour des bus. Vous avez dit, ah, en fait, c'est pas possible. Ou alors, est-ce que c'était un peu l'opportunité, enfin, ça s'est construit au fil de l'eau? Est-ce que c'était du coup en réponse vraiment à un besoin identifié? Vous disiez, là, on n'a pas sur les financements qu'on a, on ne peut pas se permettre de prendre. Parce que la location d'un bus, même pour des petits trajets, c'est quand même un budget assez conséquent. Peut-être, ouais, comment ça s'est mis en place du coup là-dessus? Eh ben, on a tout simplement sollicité la société de bus en présentant le projet et son caractère incroyable. Et ça les a fait marrer, tout simplement, de pouvoir participer à ça. Sachant que là aussi, vu que c'est assez particulier, vu qu'on va communiquer, par exemple, dans les vidéos post-événements qui sont diffusées sur le réseau sur le soutien avec ce mécène. Donc, ils s'y retrouvent en matière de communication et du coup, ils nous mettent à disposition, sachant que c'est 1 à 3 fois par an. Et une location de ce type-là, ça nous coûterait 2 000 € à chaque fois, environ. Donc, c'est presque finalement 6 000 € qui ne rentrent pas d'ailleurs dans le budget des 15-20 000 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il faudrait les ajouter pour valoriser l'ensemble des types de mécénat qu'on peut recevoir. Donc là, c'est vraiment au coup de cœur. On a dû faire 2-3 rendez-vous pour leur expliquer le principe et sécuriser le projet. Et depuis, ça se répète chaque année sans aucun souci. Voilà. Et les autres, pour vous parler des premières connexions, eh ben, par exemple, Météor, c'est assez classique. Hein, ça passe par du réseau presque personnel, en fait, hein, sur d'autres projets, d'autres festivals où on arrive à créer la connexion. Stradim, c'était un contact personnel. Hirondelle et le plâtrier Verestenger, qui sont vraiment sur le quartier. Là, c'était du face-à-face, des rendez-vous avec eux pour leur montrer que finalement, on participe tous ensemble de la même dynamique d'un quartier et que finalement, c'est une manière de s'entraider sur le territoire et de cumuler les forces. Voilà. Et donc, les enjeux pour nous, c'est un peu de maintenir ce côté proximité, parce qu'on trouve ça hyper intéressant. On questionne le fait de rester avec Météor, parce qu'on aimerait bien créer le lien avec la brasserie du quartier. Mais ça veut dire potentiellement perdre du budget, puisque la petite brasserie du quartier ne peut pas nous faire les mêmes prix que Météor, évidemment, sur la partie achat de boissons. Mais qu'à cela ne tienne, ça nous semblerait intéressant d'aller creuser ce nouveau partenariat avec la brasserie locale pour voir si on peut s'en sortir et pérenniser
cette relation pour être encore plus locale dans notre approche du mécénat. Et à côté de ça, ça fait des années qu'on essaye de consacrer du temps à la prospection des grosses entreprises internationales du port du Rhin, l'autre partie vraiment connexe à notre quartier, où là, on se heurte au fait que, comme dans toutes nos structures, on n'a pas une personne chez nous à temps plein dédiée au mécénat, alors qu'il faudrait quelque part pour prospecter, appeler, prendre des rendez-vous, aller trouver la bonne personne sensible à la chose culturelle. Il y en a partout, mais il faut creuser, c'est compliqué. Et du coup, on relance ces chantiers quand on a des stagiaires qui peuvent refaire un peu de phoning, quand on a un trou dans l'agenda, ce qui n'arrive jamais, mais quand ça arrive, on essaye de prendre le temps de se remotiver et d'aller toquer aux portes de ces grosses entreprises. Ça n'a pas porté ses fruits pour l'instant, mais on ne perd pas espoir et on essaye de creuser la question. Mais la question du temps de travail à consacrer là-dessus, c'est fondamental parce que c'est vraiment un travail à temps plein qu'il faudrait mettre en place quotidiennement et toute l'année pour développer ce réseau. Est-ce que je vous parle... Ouais, il y a des questions je me demandais sur ce volet du coup de mobilisation, Isabelle parlait un peu de l'événementiel, ce qui pour une structure comme vous est assez facile à mettre en place. Est-ce que vous avez testé des choses comme ça, genre un espèce de concert privé ou une soirée un peu, ou est-ce que vous avez imaginé de mettre en place des choses comme ça qui vous permettraient peut-être d'économiser du temps en tapant large d'abord et en voyant qui a l'air intéressé? Alors, on ne l'a pas fait dans une perspective de captation de nouveaux mécènes. On n'a pas fait d'événements dédiés en invitant toutes les entreprises du port du Rhin. Ce n'est pas sur le tapis pour l'instant. Par contre, on a un certain nombre d'actions en place pour maintenir le lien avec nos mécènes actuels, qui se déclinent en gros en deux catégories d'actions, plutôt des actions en face à face avec chaque mécène individuellement, qui relèvent un peu de cette logique événementielle. Avec la Stradim, par exemple, 2 fois par an, on va présenter le programme de la saison en entreprise, dans leur cantine. On arrive, on met une enceinte, on met un écran, on passe des clips, on présente la programmation. Évidemment, on offre des places et des invitations pour les salariés des entreprises de temps à autre, quand c'est pertinent. Une fois par an, avec eux, on fait un match de foot inter-équipe voilà, c'est aussi une manière de maintenir le lien et de créer un moment convivial avec le mécène. Et sur des événements qu'on fait chez nous, on peut aussi aller cibler, par exemple, on a quelques dispositifs par an qui s'appellent les quartiers libres, où le spectateur est acteur de sa soirée. Ça peut être des karaokés, des blind tests. Et on a toujours des tables réservées pour les mécènes qui peuvent venir en entreprise, faire le blind test, faire le karaoké, etc. Donc ça marche plutôt pas mal. Ça entretient le lien avec l'entreprise tout au long de l'année, ce qui est bien parce que les années de Covid, on n'a pas pu faire ça. On toquait aux portes des mécènes en novembre en disant ce serait bien de signer les conventions et d'envoyer les chèques parce que c'est la fin de l'année. Et quand il n'y a pas eu ce lien, c'est toujours un peu gênant d'aller réclamer avec 1000 guillemets notre don annuel classique sans les contreparties qu'on peut fournir d'habitude, quoi. Mais bon, ça s'est rétabli après le Covid, quand on a pu réaccueillir du public. Et finalement, à part le cas de Schroll qu'on a perdu, on n'a pas tant perdu que ça. Et les mécènes ont suivi surtout, en baissant un peu les dons. Évidemment, on a évidemment discuté et tous subi la même crise durant les années Covid. Mais ils sont restés et ils sont revenus à leur niveau d'avant. Donc, c'est plutôt très bien. Il y a une question de Christophe qui demande sur le temps consacré au mécénat. Question que je trouve intéressante parce que tu soulignais aussi le mélange entre formel et informel. Est-ce que tu comptes le temps où tu prends le temps de papoter avec la bande de telle entreprise qui est là à ton événement et que tu les accueilles peut-être un peu chaleureusement, ou est-ce que... Et du coup, qui demande si tu sais estimer le temps que vous consacrez au mécénat. Très peu, je dirais globalement, sur l'ensemble de l'activité. Et à chaque fois, on essaye de le greffer sur des temps qui sont, quoi qu'il arrive, occupés. Je donne un exemple. On a un dispositif qu'on utilise avec les scolaires, avec tout type de public, qui s'appelle les face-à-face B, où on a un groupe peut-être de 20 personnes qui vont venir pour une soirée concert, mais qui vont venir dans l'après-midi
ils vont venir assister, on balance, ils vont manger avec l'équipe, les artistes avec nous, et ils vont assister au concert. Et là-dessus, on va greffer une invitation qu'on va lancer chez telle entreprise en disant on a 5 places pour vos salariés ou pour les dirigeants, peu importe, pour venir passer un moment privilégié avec nous en salle, rencontre avec l'artiste, etc. Et donc, on va utiliser ce moment-là comme un moment de discussion et de relance du contact avec nos mécènes. Donc, ça peut être ça. Et après, je ne sais pas, je ne saurais pas dire si j'y passe 2 jours par mois, mais c'est peut-être de cet ordre-là, en cumulé. C'est des mails de temps en temps. C'est quelques événements qu'on a mis en place. On a mis en place les petits déj des mécènes. Alors, on n'a pas eu la prétention de créer un club des mécènes, d'une part parce qu'ils ne sont que 6 et que ça fait un peu multinational pour nous et qu'on n'est pas dans cet ADN-là. Mais on a 3 ou 4 fois par an des petits déj des mécènes. Donc, ils viennent à 8 heures. C'est avant le boulot, donc ça arrange tout le monde. On mange des croissants, des petits pains, on boit un café et tout le monde discute de ses actualités. Et c'est l'occasion pour nous, quand on arrive vers la fin de l'année, de reposer la question de la signature des conventions et de parler un peu aussi montant entre les portes. Mais voilà, on maintient le lien avec ce type de petits événements spécifiques. Là, pour le coup, c'est du temps qu'on prend à part. Et considérant que on est tous très occupés, les mécènes comme nous, le faire en mode petit-déj, ça marche très bien, parce qu'il n'y a pas de stress, c'est avant de commencer la journée. On fait ça de 8h à 9h, ils sont tous dans un rayon de 500 mètres, enfin, sauf certains qui doivent rouler 10 minutes, mais c'est la bonne formule qu'on a trouvée pour avoir des événements fixes dédiés au mécénat qui maintiennent le lien avec les partenaires. Voilà globalement la stratégie et ce qu'on fait avec nos mécènes. Ok, merci beaucoup. De rien. Il me reste une. Alors, avez-vous, c'est Christophe toujours. Alors non, il y a Marion, pardon, je reprends. Est-il préférable d'annoncer une enveloppe de mécénat lors de vos recherches ou d'attendre de voir ce que chaque mécène peut proposer? Et Christophe qui demande si vous avez démarché des clubs d'entreprise. Je pense Plateau, je pense sur le territoire Club des entreprises inclusives. Non, on n'a pas démarché de club ou de structuration ou de réseau d'entreprises. Il faudra peut-être, c'est intéressant. Et sur la question des enveloppes, des montants, non, on n'annonce jamais de chiffres au moment du démarchage ou des prises de contact. C'est vraiment après avoir présenté ce qu'on fait, présenter un peu aussi globalement notre fonctionnement, notre budget, les actions sur lesquelles les dons obtenus pourraient être fléchés. Nous, par exemple, les dons sont principalement fléchés sur les concerts aux fenêtres. Donc, c'est des concerts qu'on fait au mois de juillet qui sont au pied des immeubles dans le quartier. Action qui est spécifique et qu'on défend comme étant une action portée par les mécènes, finalement, et nous, en partenariat. Et donc, on va insister là-dessus et on va leur expliquer qu'est-ce que ça implique un concert d'un artiste hors les murs. Et donc, souvent, dans la vision de quelqu'un qui n'est pas du spectacle, ça va être, oui, l'artiste vient avec ses guitares, ils vont jouer, ça coûte 500 €, c'est très bien. Et là, on leur montre qu'il y a un budget technique d'installation, que c'est presque 10 000 €, qu'il y a des vrais contrats de session signés avec des artistes reconnus qui coûtent cher, et qu'au final, ce qu'ils vont financer, c'est une vraie économie qui ruisselle, entre guillemets, et à laquelle ils peuvent participer. Et qui, pour le coup, sont dans l'ADN pur du projet, puisqu'on amène les artistes au pied des immeubles, dans les parcs, au pied des écoles, dans les cours de récré. Et il y a vraiment l'essence même de tout ce qui touche à l'intérêt général à Django est concrétisé dans les concerts aux fenêtres. Et donc, c'est en leur présentant ce budget et les coûts réels qu'on leur dit qu'une contribution de 6 000 € sur cette action-là serait complètement pertinente pour nous et qu'elle est justifiée, quoi. Voilà. On a 2 questions, mais ce que tu dis, ça veut dire que vous faites le choix aussi de cibler sur une action en particulier. J'imagine que ça facilite aussi la présentation plutôt que de dire, d'arriver avec la programmation de Django, de dire, voilà, on fait 200 000 trucs par an, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Là, vous avez choisi de prendre une action qui est très valorisable aussi, qui est
qui est chouette, qui est plutôt cool. Et du coup, de cibler là-dessus en disant, bah voilà, ça c'est une action, voilà les impacts qu'elle a. C'est ça l'idée du coup aussi de resserrer un petit peu le champ. Ouais, je pense qu'il faut arriver avec une idée claire de la manière qui va, comment dire, une idée claire sur la contribution potentielle du mécène. Il faut qu'il ait tout de suite une idée de là où son argent va être utilisé et au service de l'intérêt général. Il faut que ce soit évident. En fait. Si on arrive sur un truc généraliste, le fonctionnement de la salle, sans savoir comment utiliser la pertinence de l'usage du don, c'est ça qui est hyper important. En fait. Il faut l'avoir préparé avant d'aller en rendez-vous pour... Après, ça n'empêche pas de présenter l'ensemble du projet, puisque dans les contreparties, il peut y avoir des choses intéressantes pour les salariés des entreprises. Mais il faut jouer sur les deux tableaux, mais avoir une idée claire de pourquoi on a besoin d'argent et de comment on va l'utiliser sur notre projet. Okay. 2 questions. Une de Louise qui demande sur la première prise de contact, est-ce que vous remettez un document qui présente le mécénat à Django ou est-ce que vous faites un rendez-vous spécifique? Et Quentin, une question liée, qui demande qui sont les interlocuteurs à privilégier pour mettre en place du mécénat au sein d'une entreprise? Est-ce que c'est les DRH? Est-ce que c'est les dirigeants, les responsables RSE? Alors, sur la première question, on a un tout petit document synthétique sur le mécénat à Django. En fait, c'est une sorte de bilan annuel dédié au mécénat où c'est une sorte d'extraction de notre rapport d'activité très spécifique sur le mécénat où justement, on fait une sorte de budget réalisé de notre action des concerts aux fenêtres pour leur montrer spécifiquement comment l'argent a été dépensé. Et des données générales sur l'impact social et territorial du projet, donc les chiffres de fréquentation à l'année sur l'ensemble du projet. On dit qu'on a eu 5 000 personnes en salle et qu'on a touché 15 000 personnes sur le quartier par an, c'est environ à peu près ce qu'on fait chaque année dans les actions. Et c'est par ce type de document qu'on va aller aborder un nouveau mécène, en disant regardez ce que les mécènes ont fait en 2022, ça va ressembler à ce qu'on va faire en 2023 et voilà comment vous pouvez contribuer. Et l'autre question, j'ai un peu oublié. C'est quels interlocuteurs dans l'entreprise? Est-ce que c'est des fonctions particulières? Ouais, alors nous, avec l'expérience, on trouve que passer par les chargés de com, ça marche bien. Ou les relations publiques. Alors, c'est différent en fonction de la taille de l'entreprise. Là, on a affaire surtout à des petites entreprises du quartier, donc il y a souvent des petites équipes aussi. Ça passe par des secrétariats. Sur les très grosses boîtes, on est passé par la com. Et là, on a eu des réponses qui n'ont souvent pas abouti pour l'instant, mais en tout cas, il y avait une première prise de contact. Mais c'est compliqué, en fait. Il faut aller sur place et toquer aux portes, peut-être naïvement, avec un programme sous le bras, en disant voilà ce qu'on fait, voilà qui on est. Est-ce qu'on peut avoir le contact de la personne qui s'occupe de ça? Parfois, c'est la com, parfois, c'est les RH. Ouais, je peux partager un petit bout là-dessus aussi, parce que du coup, on sollicite aussi du mécénat donc, à la Cybergrange. On est très orienté sur le numérique. Donc, le choix qu'on a fait pour l'instant, c'est de cibler plutôt le secteur que le territoire. De se dire, bah, voilà, on travaille sur Strasbourg et l'Eurométropole. Et on a, pour l'instant, trouvé un point d'accroche qui semble porter pas trop mal. C'est qu'on ne demande pas du mécénat, on leur demande un service pour un truc précis. Là, on a le cas la semaine prochaine. On va dans une entreprise d'informatique pour faire des simulations d'entretien dans le cadre d'une formation sur les métiers du numérique. Et donc, c'est notre point d'accroche. On leur demande une salle, s'ils peuvent nous mettre un manager à dispo pendant 1 heure pour faire 2-3 entretiens. Et l'idée, c'est de les accrocher comme ça. Donc ça, on le demande en général directement aux dirigeants d'entreprise. Et après, en fait, ils viennent tout seuls. Parce que du coup, ils ont kiffé le moment. On valorise ça évidemment assez massivement la première fois. On en met des tartines sur tous nos réseaux. Eux, ça leur a à ce moment-là rien coûté. On leur propose de le conventionner comme mise à dispo en nature. Et du coup, on essaie de les attraper comme ça et d'aller les chercher après pour leur dire bah, si ça vous a intéressé, vous pouvez revenir chez nous à un autre moment. Et le fait de passer par les dirigeants sur des PME, ça marche bien parce qu'en général, ils ont un métier plutôt chiant.
Et du coup, le fait de faire un truc fun de temps en temps, ça les éclate bien. Eux, ça leur met du sens personnel aussi. Peut-être que Isabelle, sur la description, enfin sur le récit de Kevin, tu as des remarques, des réflexions, des inspirations? Eh bien, en fait, vous m'entendez là ou pas? Oui, très Bon, bien. c'est chiant. On en avait parlé avant. En fait, ce que je remarque, moi, dans les différentes structures que je conseille jusqu'ici, on se rend compte que les chefs d'entreprise ont besoin de valeurs partagées. Donc déjà, il y a une veille à faire pour savoir, déjà, est-ce que vous avez fait ce travail sur vos valeurs et de regarder dans la veille que vous faites, les journaux, les news, quelles sont les entreprises qui pourraient avoir les mêmes valeurs que vous. Ensuite, vous les croisez avec vos besoins. Et en tout cas, tu as raison, les chefs d'entreprise font parfois un métier chiant et ils ont besoin de faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Ils ont besoin de tomber amoureux de vous parce que ils ont besoin de tomber amoureux du projet, parce que c'est ça qui leur permettra de s'impliquer et aussi de convaincre l'interne, le reste de leur structure. Et sachez que vous avez dans votre environnement, en tout cas dans votre public, dans les personnes qui fréquentent votre établissement, vous avez des chefs d'entreprise ou des jeunes qui ont des parents chefs d'entreprise ou des mécènes potentiels. Et en fait, il faut le faire savoir, quoi. Donc, ça peut commencer par un leaflet, par afficher un peu partout que vous avez besoin de partenariat. En tout cas, il faut le faire savoir parce que les gens ne viendront pas directement vous voir pour vous dire « Tiens, j'aimerais bien vous aider ». Donc déjà, il faut l'afficher. Et c'est comme ça que ça commence. Et puis, ça marche aussi beaucoup par le réseau. Alors, c'est vrai que pour mettre en place une stratégie de levée de fonds privés, il faut du temps. Et il faut du temps et il faut du temps homme. C'est-à-dire que Kevin a du mal parce qu'il a plein d'autres choses à faire. Mais quelquefois, se dire, bon, est-ce qu'on a des bénévoles dans notre environnement qui seraient prêts, un petit groupe de travail qui serait prêt à se mettre sur le sujet et au moins de réserver du temps là-dessus, en sachant que pour 1 euro investi dans cette problématique, vous allez en gagner 5 à moyen terme. Donc, c'est quand même, ça vaut le coup de le faire. Vous avez aussi les dispositifs locaux d'accompagnement qui peuvent vous aider, en tout cas, à mettre tout ça à plat et vous êtes tous éligibles. Et puis, sinon, il y a aussi, si vous avez un peu de budget ou en tout cas, si vous pouvez en obtenir, réserver quelques milliers d'euros à un consultant en fundraising qui peut vous aider, hein. Ça peut valoir le coup. Il y a des structures qui l'ont fait. Alors bon, ça coûte quelque chose, hein. Tout dépend du budget que vous avez. Mais en tout cas, le fait d'être présent sur le réseau, d'aller dans les clubs d'entreprise, d'aller dans les événements où il y a des entreprises, sans toujours leur fiche un dossier sous le nez, hein, c'est pas le but, mais en tout cas, de vous faire connaître, de vous faire repérer, ça peut vous aider beaucoup. Et il ne faut pas le faire de manière amatrice, hein. Il faut que vous sachiez ce que vous avez envie d'offrir, ce que vous pouvez offrir, quel projet vous avez, enfin de savoir aussi ce dont vous parlez. Ils n'ont pas envie de perdre du temps. Mais ce que j'ai vu en tout cas dans les projets réussis, c'est qu'ils tombent amoureux du projet. Et un mécène heureux en amène d'autres, normalement. Donc Kevin, il faut qu'on en reparle, on va approfondir. Et je rebondis sur ce que tu disais sur les bénévoles. C'est vrai que les administrateurs d'une association, c'est aussi, ça peut être un bon levier. Ça dépend de la composition de vos conseils d'administration. Mais je sais qu'on a plusieurs structures et chez nous, c'est aussi le cas où on a des chefs d'entreprise dans notre conseil d'administration. Et du coup, eux en parlent à leurs copains. Et en fait, ils sont hyper contents d'être investis de ce truc. Et en plus, ils vont échanger avec des homologues. Donc, ils vont se faire plaisir sur les déj qui se font entre eux, les rencontres qui se font. Et ça, c'est un vrai levier parce qu'ils ont une facilité de contact entre eux et des échanges qui sont compliqués quand on est salarié ou même gestionnaire à titre indépendant ou collectif d'un projet. Je trouve que c'est un levier hyper intéressant, en tout cas, le fait d'embarquer vos CA là-dedans. Oui, tout à fait. Ils seront contents.
Et puis surtout, c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Si vous-même voyez choper un chef d'entreprise, ou ne serait-ce que, je vous ai dit, votre plombier ou votre électricien, vous pouvez aussi les tester, leur dire, mais si vous participiez à ce projet, qu'est-ce que vous aimeriez? Et quelquefois, il y a aussi des idées qui naissent de ce type de conversation informelle. Et c'est tout bête, hein, mais oui, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise est une personne comme vous qui a des besoins, des envies et des choses auxquelles on ne pense pas. Moi, j'avais assisté, j'ai fait un voyage de travail justement sur le sujet à Villeurbanne. Et à Villeurbanne, il y a une friche, je ne me souviens plus de son nom, mais je vous donnerai le lien. Et justement, il avait besoin de lever des fonds, il n'y arrivait pas. Et il a tout simplement interrogé un chef d'entreprise qu'il rencontrait. Et le chef d'entreprise lui a dit, mais nous, Villeurbanne, il y a quand même des entreprises d'un certain niveau. Et ils disent, on a besoin de lieux pour se retrouver entre nous ou faire des événements VIP. Et nous, on aurait envie d'un dîner de gala, enfin d'un dîner un peu étonnant dans la friche. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont levé 300 000 €. Donc, ouais, parce que les chefs d'entreprise, ils sont prêts à acheter une table où ils peuvent inviter leurs banquiers, leurs financeurs, leurs VIP. Ils sont prêts à payer 30 000 € pour ça. Et ça leur en coûte que, voilà, je n'ai pas fait l'addition. Enfin, ça passe dans leurs frais, quoi. Bon, alors ça, c'est des entreprises qui ont un certain niveau. Et pour des choses un petit peu plus dans la ruralité, vous avez des petites entreprises dans le coin qui seraient intéressées, qui seraient même touchées et flattées d'être sollicitées pour ce genre de choses. Et le format petit-déj pour présenter votre programmation, votre projet, ça marche très, très bien. Il y a Marion qui demande, qui dit, on a peu parlé des fondations dans la recherche de mécénat. Est-ce que c'est plus compliqué, moins adapté? Alors, c'est pas compliqué, c'est pas plus adapté. Par contre, il faut cibler. Et puis, dites-vous bien qu'une fondation, c'est du one-shot ou ça peut éventuellement être un projet sur au maximum 3 ans. Donc, ils ont des appels à projets. Donc, c'est ce que je vais essayer de valoriser, en tout cas d'avoir vraiment un flux d'informations sur le sujet des fondations de la région, en tout cas, ou des fondations en général. Vous avez le Centre français des fondations qui valorise des appels à projets. Mais voilà, et puis il faut rentrer dans le truc parce qu'ils sont aussi submergés de demandes. En fait, les gens se disent, je vais postuler à cet appel à projet, sur un malentendu, ça va passer. Or, ça vous fait perdre du temps et ça leur fait perdre du temps aussi. Donc, il faut que vous fassiez attention à bien cibler, à vous faire conseiller si besoin sur ces appels à projets qui prennent du temps, mais qui peuvent marcher. Mais c'est voilà, sur certaines sommes d'argent et c'est du ponctuel. Donc, moi, je vous conseille plutôt Ouais. Et je vous conseille, moi, vraiment de mettre en place, pas un club, effectivement, ça peut être lourd, mais en tout cas, un réseau d'entreprises autour de votre projet et de les conventionner sur plusieurs années. Parce que pareil, ça ne doit pas être un one-shot. L'objectif, c'est de les intégrer dans le projet, de les faire participer et puis de les fidéliser sur au moins 3 ans. De manière à ce que Avec les fondations, il y a moins l'impact indirect aussi, parce que le fait d'avoir des mécènes locaux, c'est aussi rentrer, on est dans le Grand Est, donc dans un territoire encore rural qui marche beaucoup à la notabilité locale ou aux petites baronnies d'influence. Et le fait d'avoir des entreprises locaux, c'est aussi, c'est le volet, le mécénat direct, mais c'est aussi des gens qui vont pouvoir vous défendre quand eux, ils mangent avec un élu local qui s'avère être un copain d'enfance. Parce que là, on ne retrouve pas du tout avec les fondations, par contre, ce réseau d'influence locale, en tout cas pour un projet qui est ancré dans un territoire, on va moins le trouver. Disons que c'est valorisant hein, de dire qu'on a gagné un appel à projet de fondation. Ça vous fait, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas l'exclure, surtout pour des projets tels que les vôtres. Après, voilà, c'est juste une des formes de levée de fonds que vous pouvez faire, mais il y a aussi le crowdfunding. Hein. Le crowdfunding, et puis n'hésitez pas à solliciter les particuliers aussi. Là, je vous ai mis dans la page, parce que j'arrive à y accéder, je vous ai envoyé ma présentation. Hein. Justement, vous voyez la grosse potentialité qu'il y a avec les particuliers.
Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? J'en vois pas, mais peut-être dans les réactions et puis dans les partages d'expériences aussi, il nous reste un petit quart d'heure. Je sais qu'il y en a d'entre vous autour de la table qui ont déjà du mécénat ou du sponsoring. Peut-être s'il y en a qui ont envie de partager un petit peu leurs expériences là-dessus, ça peut être intéressant d'avoir aussi vos retours. Pas trop apparemment. Si, Magali? Oui, oui, bonjour. Donc Magali, je travaille dans un tiers-lieu à Reims qui s'appelle le Shed, dont le projet artistique et culturel est géré par Jazzos Productions. Et en fait, le projet a été monté en grande partie grâce au partenariat, parce qu'on est en scope, donc du coup, partenariat et pas mécénat. Et comme c'était dit en introduction, il y a deux types. Enfin, partenariat et mécénat, c'est juste un dispositif fiscal incitatif. Donc du coup, si on n'est pas éligible, ça n'empêche pas de monter des projets. Et nous, à l'heure actuelle, on a 12 entreprises qui nous aident à monter des événements qui ne pourraient pas exister autrement. On est principalement sur de la TPE, PME. Sur des montants, on arrive à 12 000 euros. Donc, on est sur une moyenne qui est quand même plus que correcte. Et au-delà de ça, on avait aussi un partenaire, un vrai philanthrope, qui nous a équipé la salle en matériel scénique le temps de l'ouverture. Et pendant 3 ans, il nous a laissé toute la structure le temps qu'on trouve le financement pour s'équiper. Et là, on était vraiment sur de la philanthropie parce qu'il n'avait aucun intérêt financier à faire ça. Ça ne passait pas dans le cadre de mécénat. Et oui, comme ça, on a tout un réseau d'entreprises en fait, qui sont là en fait, pour faire un effet levier sur le projet et qui veulent encourager l'initiative locale. Donc, on est sur du partage d'expérience, ils nous aident sur des décisions stratégiques aussi, et ça devient vraiment un réseau d'amis autour du projet. Et ça, cet ancrage local, il est hyper important parce que du coup, on devient un acteur économique du réseau, du territoire aussi en tant que tiers-lieu, et on devient un acteur incontournable aussi par rapport aux relations qu'on a avec les collectivités locales, qui est aussi un atout par rapport aux entreprises. Et donc voilà, c'est un des exemples. Et après, il y a un vrai effet boule de neige qui se met en place une fois qu'on a une entreprise qui aime aussi dire qu'il y a les partenaires mécènes d'un projet et qui présentent facilement finalement des amis chefs d'entreprise et qui sont contents d'amener dans l'aventure puisqu'effectivement, c'est un vrai coup de cœur au départ et c'est une rencontre humaine. Et je voulais souligner l'importance de savoir ce qu'on va demander d'un rendez-vous et savoir combien on va demander. Ça, c'est un peu l'écueil au départ quand on y va. De dire, j'ai un projet, j'y vais au culot. Si l'entreprise va proposer 10 000, 1 000 euros, seulement ce qu'elle va demander, c'est combien coûte votre projet, quel est le budget de votre projet et quelle ligne vous souhaitez que je finance. Et là, il faut savoir avoir la bonne réponse en face, connaître ses cofinancements et pas y aller au bluff. Ça n'a jamais fonctionné pour le coup. Et c'est là en fait qu'on devient sérieux, c'est une fois qu'on sait parler chiffres aussi avec une entreprise, au-delà du projet et des valeurs qu'on va défendre avec notre projet. Et ça peut aller très très vite. Tout à l'heure, tu parlais des petits déjeuners d'entreprise. Sur un autre projet à Reims, une salle culturelle sur laquelle je travaillais, on est arrivé à 60 entreprises, donc du coup on avait un gros club, mais avec qui on partageait des temps certes c'était le club, on allait faire de la pétanque, une sortie ciné ou autre, peu importe, mais ça renforçait les liens. Et plus on est proche des entreprises, plus elles auront du mal à quitter le projet, en fait. Et l'enjeu, il est là, c'est de fidéliser et qu'on puisse plus nous dire non derrière. Et peut-être qu'il y aura des années où on dira, je mets moins, mais je suis toujours là. Et au moins, on saura aussi pourquoi l'entreprise se retient. Voilà, pour un partage d'expérience. Et je mettais dans le chat, faire attention à la loi E20 pour tout ce qui est alcool. Je sais que moi, ça m'a causé pas mal de nuits blanches de trouver le bon deal aussi avec les sponsors. Et quand on a un projet, les tiers-lieux, on a tout un système de valeurs auquel on tient et qu'on souhaite défendre. Et dans l'échange avec les entreprises, ça peut être très bien compris. Sur Reims, on a lancé un festival sur lequel il y avait 0 pub dans le festival. Enfin, il n'y avait pas de grande banderole, etc. Et ça a été dur de faire comprendre aux entreprises au départ que, contrairement aux voisins, tu n'auras pas 4 mètres carrés avec ton logo tous les 10 mètres. Sauf qu'on a trouvé d'autres solutions pour la contrepartie, pour la présence. Donc ça, c'est intéressant. Et sur le mécénat de compétences aussi, dans les tiers-lieux, on a notre propre lexique, enfin un champ lexical.
L'entreprise a le sien et le temps de l'interconnaissance est hyper important en amont. On a eu un partenaire une entreprise d'électricité qui nous a fourni pour un événement énormément de matériel lumière en pièces détachées, parce que c'était une entreprise du BTP qui travaillait autrement. Donc du coup, les techniciens ont passé 3 heures à monter des choses. Alors c'est bien, les équipes ont pu échanger, mais c'est des choses qu'on n'a pas reproduites par la suite. Et voilà, ce temps de l'interconnaissance des équipes et puis mobiliser les équipes au-delà des chefs d'entreprise, c'est aussi un moyen de bien fidéliser. Je reviens sur ce que tu disais. Du coup, le mécénat, des fois, c'est aussi un moyen de mobiliser du bénévolat derrière, parce que tu peux avoir une entreprise dans laquelle des salariés se disent « Ah bah tiens, en fait, ça me fait kiffer ». Et si vous avez des cadres de bénévolat qui sont déjà posés, c'est assez facile de leur proposer derrière, à titre personnel, du coup, d'être bénévole ou soutien du projet. Je me posais une question quand on échange là sur les contreparties. Est-ce que les administrateurs, chefs d'entreprise d'une association, sont éligibles au mécénat pour cette même association? Est-ce que ça constitue un conflit d'intérêts qui est bloquant? Question technique pour toi, Isabelle. Alors, justement, je me pose la question. Normalement, il n'y a pas de problème. Enfin, ils peuvent. De toute façon, ils ne sont pas payés en tant qu'administrateurs. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais effectivement, il faut quand même l'encadrer et le vérifier avec votre expert comptable. Mais normalement, ils peuvent être mécènes en parallèle. Et puis, pour rebondir sur le fait que tu parles de mécénat, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui proposent à leurs salariés des projets dans lesquels ils leur donnent du temps pour faire du bénévolat sur cette structure. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez étudier. Est-ce qu'il reste des questions, des remarques? Vous pouvez aussi lever la main et prendre la parole. J'ai vu beaucoup de choses dans le chat, mais... Alors, dans la présentation que j'ai envoyée, qu'on va vous mettre à disposition, je vous ai mis à la fin une checklist en fait, des choses à faire quand vous voulez contacter des entreprises. Et notamment le dossier, vous ne le donnez surtout pas en amont, évidemment, vous les alléchez et ensuite vous pouvez le leur donner, mais une fois vraiment que vous les avez rencontrés, vous avez quelque chose à leur proposer. Et ce que Magali disait, c'est le fait d'être prêt, de connaître ces chiffres, de savoir exactement ce que vous pouvez offrir, quelles sont vos valeurs et ce que vous pouvez leur demander, c'est très important parce que ça vous rend déjà crédible. Et puis, ça vous évite de perdre du temps et à eux aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment important. C'est une démarche économique, en fait. De base, on est dans l'intérêt général, mais on a une démarche économique et vous êtes un acteur économique au même titre qu'eux. Et ça, c'est très important. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions et si toutes les interrogations ont été comblées, peut-être... Non, je ne sais pas si Marie, tu levais la main ou... Ouais. Oui, vas-y. Si je peux parler, je préfère parler que d'écrire. Du coup, moi, je suis en Bretagne. Je suis coprésidente d'une recyclerie qui fait aussi tiers-lieu, espace de coworking, tout ça, plein de choses. 5 salariés, tout ça. Et du coup, nous, on est parti sur plus le mécénat de compétences, vraiment pouvoir avoir quelqu'un sur place qui va nous aider. Donc, on a déjà créé 3 fiches différentes, peut-être de missions sur lesquelles on aurait besoin. Et voilà, ben moi, j'arrive là-dedans. À la base, je suis aide-soignante, je ne suis pas du tout... Et du coup, je suis dans ce projet et voilà, c'est bien beau. On a commencé à préparer les documents, mais voilà, quelles sont les premières démarches? Vers qui envoyer ça? Est-ce qu'il y a des sites? Voilà, c'est la même question, c'est le premier contact. Vers quel premier contact pour le mécénat, par contre, de compétences? Déjà, le faire savoir, donc l'afficher un peu partout sur vos outils de communication. Il y a des fondations, il y a des grosses entreprises qui mettent des salariés à disposition. Alors, Orange le faisait, je sais qu'ils ont arrêté. Il me semble qu'AG2R le fait.
Enfin, en tout cas, il faut que vous veilliez, que vous regardiez Mécénat de compétences Bretagne. Il y a sûrement des entreprises qui en font. À mon avis, Leclerc le fait. Hein. Donc, c'est aussi quelque chose que je mets en place. Il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans le mécénat de compétences. Et il y en a peut-être en Bretagne. Je vais regarder. Enfin, en tout cas, je vais vous laisser mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter pour si vous avez besoin de ce type de renseignements, parce que en fait, là, je suis vraiment en train de créer une base de données sur le sujet. Puis, je suis bretonne, donc voilà. Ah, en plus. Donc, ça me tient à cœur. Très bien, c'est gentil, merci. Mais il y a des... Alors, oui, pendant que je vous tiens, je vais vous donner... Je ne sais pas si vous suivez Care News. Oui, l'Association française des fundraisers. Je fais une réunion demain à la DRAC avec eux. C'est une bonne ressource, oui, pour vous former. Il y a un réseau de fundraisers que vous pouvez accueillir dans vos différentes régions et vos différents sites. Et moi, je fais partie de ce réseau-là et c'est assez puissant. C'est vraiment chouette. Et donc, pour le mécénat de compétences, il y a également des sites que je suis en train de compiler. Et je vous invite à suivre Care News, si vous ne connaissez pas déjà, qui donne beaucoup de ressources, d'infos sur les fondations, fonds de dotation et sur la philanthropie en général, très orientée économie sociale et solidaire et tiers-lieux. Donc, allez-y, c'est vraiment chouette. Mais je trouve que la Voilà, Care démarche, News, merci Jérôme. ce que tu proposais, Isabelle, c'est-à-dire de se dire, tu vois, vous êtes à la recherche de compétences, de faire une première publi sur vos réseaux sociaux. Ouais. Ça permet, en fait, ça donne des fois des résultats assez surprenants parce que c'est là que tu découvres qu'un des usagers, en fait, il bosse dans une boîte, machin, et ou que son copain, sa compagne. Et ça permet aussi de tester le message. Oui. De voir un peu comment c'est compris, reçu, avant de te retrouver dans l'exercice un peu plus tendu du rendez-vous individuel dans un bureau, quoi. Alors, il y a des collectivités, les collectivités territoriales peuvent maintenant mettre certains de leurs fonctionnaires, enfin, pas certains. Le mécénat de compétences marche pour les collectivités territoriales maintenant et pour l'État aussi. Après, il faut voir les profils. Hein. Ouais, je pense qu'avec les grosses structures qui font du mécénat de compétences de façon structurée, un peu comme Orange le faisait, des fois, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que il faut s'assurer que ça réponde à ton besoin vraiment. Tu vois, parce que sinon, Oui. ça donne une charge d'accueil, d'encadrement, d'accompagnement. Et si c'est pour créer une fausse mission autour, c'est plus de perdu que de gagner finalement. Ouais, c'est important de vraiment encadrer ça et puis d'avoir quelqu'un de motivé. Parce que, bon, en même temps, avec ce qui se passe en ce moment et le recul de l'âge de la retraite, il va y avoir, je pense que le mécénat de compétences va se développer justement sur les sexagénaires et ça leur donnera justement un pont pour préparer leur retraite et se mettre à l'intérêt général bénévole par la suite. Donc, c'est une opportunité, ça. Il nous reste le temps pour une dernière question ou remarque. Et ce sera ça. Merci beaucoup en tout cas. On vous envoie du coup, vous avez le compte rendu, vous pouvez récupérer le lien dans le chat si vous le voulez avant de vous déconnecter. On vous l'enverra par mail aussi, et puis la présentation d'Isabelle. Et puis sur si vous posez des questions, n'hésitez pas à vous tourner aussi vers Priscilla, qui pourra aussi vous remettre les informations qu'on a partagées là, ou en solliciter de nouvelles. Et je pense que, en tout cas pour la région Grand Est, même si tu as l'air de vouloir t'étendre plus en termes de territoire, mais Isabelle est un excellent relais. Et merci à toi et à Kevin d'être intervenu. Merci de votre invitation. Et puis, je viendrai voir les tiers-lieux du Grand Est, puis faire des trucs avec vous, et l'AFF et tout ça, ce sera bien. Super. Et bonne fin de matinée à tous. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.